Un chiffre renverse l'économie burkinabé là où la valeur s'échappait. Pendant des années, des milliers de tonnes de tomates pourrissaient au bord des routes, tandis que des conserves importées, 3 fois plus chères, dominaient les étals et captaient hors du pays une part de la valeur ajoutée. Que signifie, pour les ménages, les agriculteurs et les petites entreprises, une bascule aujourd'hui assumée par Ibrahim Traoré? Si l'objectif est de transformer sur place ce qui était déjà produit, derrière une tomate sauvée du bitume, ce sont des usines, des routes, des hôpitaux et une souveraineté exigeante qui entrent en jeu. La promesse formulée autour de cette transformation est simple, mais risquée: capter localement la valeur produite pour desserrer des dépendances anciennes. Le bénéfice attendu tient en 12 mots. Transformer sur place pour financer durablement routes, énergie et santé. L'enjeu toutefois dépasse une filière ou un symbole. Il concerne la capacité d'un État enclavé à investir vite avec des ressources limitées dans des infrastructures lourdes sans filet extérieur systématique. Ce pari expose à un risque clair: engager des capitaux rares dans un contexte budgétaire contraint où chaque retard technique ou choc externe peut coûter cher. Mais l'opportunité est tout aussi nette. En transformant ce qui était déjà produit, l'économie change de rythme, les villages gagnent en visibilité et l'État récupère une marge de manœuvre financière rarement accessible. Dans ce cadre, le récit porté par Ibrahim Traoré sert de fil conducteur à une stratégie plus large. Agriculture transformée, énergie maîtrisée, routes comme leviers économiques. La question n'est donc pas de savoir si le modèle est parfait, mais s'il peut créer assez de valeur interne pour résister aux pressions régionales, climatiques et logistiques qui structurent dans le Sahel. La première révélation est simple et mesurable. Avant l'usine, plus de 40% de la production de tomates se perdait chaque année. Dans le même temps, près de 15 millions de dollars de valeur ajoutée quittaient le pays sous forme de produits transformés ailleurs. Ce basculement discret est devenu le point d'ancrage du récit porté par Ibrahim Traoré, car il montre qu'un changement de trajectoire peut naître d'un geste industriel ciblé. Pour comprendre la portée de cette inflexion, il faut replacer le Burkina Faso dans son environnement structurel. Pays enclavé au cœur du Sahel, il dépend historiquement de corridors commerciaux contrôlés par ses voisins, d'importations énergétiques coûteuses et de chaînes logistiques fragiles. Les infrastructures manquaient ou étaient fragmentées, les hôpitaux fonctionnaient au ralenti et de vastes zones rurales restaient privées d'électricité une grande partie de l'année. Dans ce contexte, l'agriculture produisait mais ne captait pas la valeur. Les récoltes existaient, sans transformation, les paysans travaillaient sans visibilité sur les prix. La dépendance n'était pas idéologique, elle était matérielle. C'est précisément dans ce paysage que s'est imposée l'idée d'autosuffisance pragmatique, non comme un slogan, mais comme une méthode, en transformer localement, financer par des ressources internes, puis réinvestir les gains dans des infrastructures visibles. Chaque usine, chaque route, chaque projet énergétique s'inscrit alors dans une chaîne causale claire, où la valeur reste plus longtemps dans l'économie nationale. Cette logique explique pourquoi la filière tomate a servi de laboratoire. Elle concentrait à la fois des pertes élevées, une demande locale stable et un potentiel de transformation rapide. En s'attaquant à ce nœud, la stratégie gagnait un test immédiat, lisible par les citoyens comme par les observateurs extérieurs. À partir de là, le récit change d'échelle. Ce qui semblait une correction sectorielle devient une hypothèse économique plus large. Un État enclavé peut-il reconstruire des marges de manœuvre en partant de ses capacités existantes? C'est cette question, associée à la figure d'Ibrahim Traoré, qui ouvre la suite de l'analyse. Le premier signal concret de la stratégie apparaît dans la vie quotidienne des producteurs agricoles. Avant l'unité de transformation, les cultivateurs vendaient leurs tomates à perte ou les laissaient se dégrader faute d'acheteurs. Les volumes étaient instables, les prix imprévisibles et l'investissement quasi impossible. Avec l'installation de l'usine sur le sol burkinabé, un débouché régulier s'est imposé. Les contrats ont sécurisé les ventes, les pertes post-récolte ont reculé et la décision de produire davantage est devenue rationnelle plutôt que risquée. Un second personnage collectif entre alors en scène les travailleurs locaux. Plus de 150 emplois directs ont été créés autour de la transformation, auxquels s'ajoutent des activités connexes de transport, de maintenance et de commerce. Pour beaucoup, ces emplois représentent un changement de statut.
Le revenu devient plus stable, la compétence plus valorisée et l'avenir moins dépendant des saisons ou des marchés frontaliers. Ce glissement est essentiel, car il relie la production agricole à une dynamique industrielle naissante. Dans les villes, l'impact se fait également sentir, mais de manière plus diffuse. Les commerçants observent une baisse relative du prix des conserves locales par rapport aux importations. Les ménages accèdent à des produits transformés à coûts plus prévisibles, tandis que la circulation de l'argent reste davantage dans l'économie nationale. Ce n'est pas encore une révolution de la consommation, mais un rééquilibrage progressif. Ces premiers effets expliquent pourquoi la filière tomate est devenue un symbole politique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, elle sert de preuve tangible qu'une politique de transformation locale peut produire des résultats visibles rapidement. So what? Valeur captée localement, confiance progressivement restaurée. Avant, la scène était figée. Des récoltes abondantes sortaient par des champs, mais sans infrastructure pour les absorber. Les tomates s'entassaient au bord des routes, se dégradaient sous le soleil, puis disparaissaient des circuits économiques sans laisser de traces comptables. Les producteurs travaillaient beaucoup, gagnaient peu et dépendaient de prix imposés de l'extérieur. Après, la logique s'est inversée. Une usine de transformation financée localement est venue capter ce flux perdu et l'inscrire dans une chaîne de valeur nationale. Le déclencheur se situe précisément là. En décidant de transformer sur place ce qui était déjà produit, l'État a introduit une rupture simple mais structurante. Les producteurs ont trouvé un débouché stable. Les pertes post-récolte ont reculé. Une partie des devises auparavant captées hors du pays a commencé à circuler à l'intérieur de l'économie burkinabé. Ce premier pas n'a pas tout réglé, mais il a créé un précédent crédible. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette réussite sectorielle est devenue un signal politique. La dépendance n'est pas une fatalité, elle peut être corrigée par des choix ciblés. Le point culminant intervient lorsque cette logique s'étend à d'autres secteurs clés. Le projet énergétique Yelen marque une accélération nette. Plus de 150 villages, représentant environ 300 000 habitants, sont raccordés à une électricité solaire produite localement. Là où les activités économiques s'arrêtaient au coucher du soleil, les écoles restent ouvertes, les centres de santé conservent les vaccins et les petits commerces prolongent leurs horaires. L'énergie cesse d'être une contrainte importée pour devenir un levier interne. Dans le même mouvement, les infrastructures routières entrent en jeu. L'autoroute vers la Côte d'Ivoire, évaluée à environ 500 millions de dollars, réduit les temps de trajet, fluidifie les échanges et stimule le commerce régional. Pour un pays enclavé, cette route n'est pas seulement un chantier. Elle agit comme une respiration économique, reliant plus efficacement les producteurs au marché et diminuant le coût logistique qui grignotait les marges. Vient alors l'onde de choc, les effets combinés de l'agriculture transformée, de l'énergie maîtrisée et des routes améliorées commencent à se diffuser dans l'ensemble du tissu économique. Les revenus agricoles augmentent dans certaines zones. Les petites entreprises bénéficient d'une électricité plus fiable et moins coûteuse. Les échanges s'intensifient entre campagnes et villes. Les villages autrefois isolés gagnent en visibilité et en opportunité. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré devient celui d'un assembleur. Il ne s'agit plus d'un projet isolé, mais d'un récit cohérent reliant des chantiers concrets. Chaque étape renforce la suivante, et la chronologie révèle une stratégie progressive. Partir d'un nœud visible, accélérer par des infrastructures clés, puis laisser les effets se propager. Ce mouvement transforme une série d'investissements en trajectoire nationale. La lecture chiffrée permet de tester la solidité du modèle au-delà du récit. Le point de départ est clair, les écarts mesurables et les effets observables sur plusieurs secteurs. Ici, l'analyse suit une logique baseline, delta sans extrapolation, agriculture. Considération générale. Avant l'unité de transformation, plus de 40% de la production de tomates était perdue chaque année, faute de stockage et d'acheteurs. Considération générale, la mise en service de l'usine s'accompagne d'une hausse d'environ 40% de la production nationale. Signe que les débouchés stabilisés encouragent l'extension des surfaces et l'amélioration des pratiques. Considération générale. La valeur ne change pas seulement de lieu, elle modifie le comportement économique des producteurs en leur donnant un horizon prévisible. Nergie. Considération générale.
des villages entiers dépendaient d'importations coûteuses ou vivaient sans électricité régulière, limitant les activités économiques au cycle solaire. Considération générale, plus de 150 villages, soit environ 300 000 habitants, sont désormais raccordés à une électricité solaire produite localement, générant près de 10 millions de dollars d'économies annuelles pour l'État. Considération générale, l'autonomie énergétique réduit la fragilité budgétaire et libère des ressources réaffectables à la santé, à l'éducation ou à la maintenance. Infrastructure. Considération générale. L'enclavement imposait des coûts logistiques élevés et freinait la compétitivité des productions locales. Considération générale. L'autoroute vers la Côte d'Ivoire, évaluée à 500 millions de dollars, stimule les échanges d'environ 25% et contribue à près de 2% du PIB. Considération générale. La mobilité agit comme multiplicateur, en abaissant les coûts et en densifiant l'activité autour des axes rénovés. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une cohérence. Ils ne prouvent pas l'absence de risque, mais montrent que les investissements produisent des retours internes mesurables. C'est cette lisibilité chiffrée qui renforce le récit porté par Ibrahim Traoré. La transformation locale ne relève plus d'un principe abstrait, elle s'inscrit dans des écarts observables entre un avant contraint et un après plus maîtrisé. Pour évaluer la solidité du modèle, il faut formuler les objections de la manière la plus robuste possible. Le Stillman ne cherche pas à affaiblir la critique, mais à la renforcer afin de tester la résistance des faits. Première objection, le risque d'épuisement financier. Selon cette analyse, un État aux ressources limitées ne peut soutenir durablement des investissements lourds, usines, routes, hôpitaux, parcs solaires sans appui extérieur significatif. L'absence d'aide concessionnelle accroît l'exposition budgétaire. Retard technique, surcoût ou choc exogène pourraient rapidement absorber les marges disponibles et contraindre les dépenses sociales. Dans ce cadre, l'accélération des projets serait moins une stratégie qu'une fuite en avant, risquant d'aboutir à un ralentissement brutal une fois les réserves internes entamées. Cet argument mérite d'être pris au sérieux. Il pointe une contrainte réelle. Le capital est rare et l'erreur coûte cher. Mais les données issues des projets déjà engagés introduisent une nuance décisive. L'usine de transformation de tomates, financée à environ 8 millions de dollars, conserve aujourd'hui localement près de 15 millions de dollars de valeur ajoutée annuelle. Elle crée plus de 150 emplois directs et stabilise des revenus agricoles qui, dans certaines zones, ont doublé. Autrement dit, une partie des investissements génère un cycle interne de financement, réduisant la pression nette sur le budget public à condition d'une gestion rigoureuse. Deuxième objection, la concentration sectorielle. Un modèle reposant sur quelques piliers agriculture transformée, énergie solaire, infrastructures routières exposerait le pays à une vulnérabilité accrue. Une mauvaise saison agricole, une défaillance technique ou une crise géopolitique régionale pourrait fragiliser simultanément l'ensemble du système. La dépendance serait déplacée plutôt que supprimée. Là encore, l'objection est légitime. Pourtant, les effets observés montrent des mécanismes d'amortissement. L'électrification de plus de 150 villages sécurise l'activité sociale et économique au-delà d'une seule filière. L'autoroute vers la Côte d'Ivoire stimule les échanges d'environ 21% et contribue à près de 2% du PIB, élargissant la base productive. Les gains agricoles favorisent, à leur tour, une diversification progressive des revenus ruraux. Pris ensemble, ces éléments n'annulent pas les risques, mais les rendent gérables. Ils suggèrent que la stratégie, telle qu'elle est défendue par Ibrahim Traoré, n'est ni miraculeuse ni aveugle. Elle avance sous contrainte, mais avec des contre-effets mesurables qui renforcent la résilience. À ce point médian, un élément souvent négligé devient central. Les infrastructures locales ne servent pas seulement à produire ou à transformer, elles redéfinissent la capacité de négociation d'un État enclavé. Ce déplacement est discret mais stratégique. Il montre que l'autonomie n'implique pas le repli, mais une nouvelle manière de choisir ses dépendances, plutôt que de les subir. L'autoroute vers la Côte d'Ivoire
illustre ce basculement. Ce chantier, évalué à environ 500 millions de dollars, ne se limite pas à réduire les temps de trajet. Il modifie la géographie économique du pays. Les coûts logistiques baissent, les flux commerciaux s'accélèrent et l'accès au marché portuaire devient plus prévisible. Pour un territoire sans littoral, cette artère agit comme un levier diplomatique autant qu'économique. Le projet énergétique Yelen produit un effet comparable. En reliant plus de 150 villages à une électricité solaire locale, il transforme une vulnérabilité chronique en atout négociable. Lorsque l'énergie cesse d'être importée, la marge budgétaire s'élargit et la dépendance extérieure recule. Cette capacité à stabiliser des fonctions vitales change la posture de l'État dans ses relations régionales. C'est à ce niveau que la stratégie portée par Ibrahim Traoré révèle sa portée réelle. L'autonomie devient un outil de positionnement, pas une fin en soi. Elle permet de peser davantage dans les échanges tout en consolidant la base interne. Les effets de la stratégie se mesurent pleinement lorsqu'on observe ses retombées sur 4 sphères clés. Les agriculteurs, les petites entreprises, les ménages et les services tournant public. Chacune réagit différemment, mais toutes témoignent d'un même mouvement. La valeur captée localement modifie les comportements économiques et sociaux, parfois plus vite que prévu. C'est à ce niveau, concret et quotidien, que le récit porté par Ibrahim Traoré gagne en crédibilité. Agriculteur. Dans les campagnes, le changement est d'abord visible dans la gestion du risque. Avant l'usine, produire davantage signifiait souvent perdre davantage. Les prix fluctuaient, les débouchés étaient incertains et les pertes post-récolte atteignaient des niveaux dissuasifs. Avec la transformation locale, les volumes vendus augmentent, les contrats stabilisent les revenus et l'horizon de décision s'allonge. Dans certaines zones, les revenus agricoles ont pratiquement doublé. Cette évolution encourage l'investissement familial, l'amélioration des pratiques et la rétention de la main-d'œuvre rurale, réduisant la tentation de l'exode. Petites entreprises. Les effets se diffusent ensuite vers les acteurs urbains et périurbains. Les commerçants, ateliers et unités artisanales bénéficient d'une électricité plus fiable grâce au solaire. La dépendance aux générateurs coûteux diminue, les horaires d'ouverture s'étendent et les pertes liées aux coupures reculent. Les routes améliorées réduisent les délais et les coûts logistiques, permettant une rotation plus rapide des stocks. Le résultat n'est pas une explosion soudaine, mais une amélioration progressive des marges et de la compétitivité des petites structures, souvent les plus vulnérables aux chocs externes. Ménage. Pour les familles, les conséquences sont moins spectaculaires, mais plus transformatrices à long terme. L'accès à une électricité stable dans plus de 150 villages change le rythme de vie. Les enfants étudient après la tombée de la nuit, les aliments se conservent plus longtemps et les foyers restent connectés à l'information. L'hôpital de Bobo Dioulasso, financé par des ressources internes, a accueilli plus de 100 000 patients depuis 2021, avec une baisse d'environ 15% de la mortalité infantile. Les soins deviennent plus proches, plus continus et mieux adaptés au contexte local. Service public. Enfin, l'État lui-même voit sa capacité d'action évoluer. Les économies générées par l'autonomie énergétique, estimées à près de 10 millions de dollars par an, sont réaffectées à la santé, à l'éducation et à la maintenance des infrastructures. L'autoroute vers la Côte d'Ivoire contribue à environ 2% du PIB, offrant un levier budgétaire supplémentaire. Cette marge de manœuvre renforce la cohérence de l'action publique et réduit la dépendance au financement extérieur conditionnel. Pris ensemble, ces effets dessinent un paysage nouveau. Ils ne garantissent pas une trajectoire sans heurts, mais ils montrent que la stratégie défendue par Ibrahim Traoré produit des impacts visibles, différenciés et mesurables. La question n'est plus de savoir si quelque chose change, mais jusqu'où ces changements peuvent à coup de se consolider. Les 12 prochains mois constituent une zone charnière. La période est suffisamment courte pour que les tendances actuelles restent déterminantes, mais assez longue pour révéler la solidité ou les limites du modèle. À partir des dynamiques observables, 3 trajectoires plausibles se dégagent sans projection spéculative. Scénario de base. Dans cette configuration, les projets engagés se poursuivent, sans accélération majeure ni rupture critique. L'extension du réseau solaire progresse par étapes, avec le raccordement de plusieurs dizaines de villages supplémentaires,
consolidant les gains sociaux et budgétaires déjà observés. Les infrastructures routières, notamment l'axe vers la Côte d'Ivoire, Montonarsah, sont entretenues et optimisées, améliorant la fluidité commerciale sans transformation structurelle spectaculaire. La filière tomate reste stable. Volume maîtrisé, revenus ruraux consolidés, mais sans nouveau saut industriel. La croissance se maintient autour de 3 à 4%, portée par l'agriculture transformée, le commerce régional et les services. Dans ce scénario, la stratégie gagne en crédibilité, mais demeure prudente et progressive. Scénario optimiste. Ici, plusieurs dynamiques se renforcent simultanément. Les résultats visibles en matière d'énergie, de santé et de transformation agroalimentaire attirent des investissements ciblés, notamment régionaux, séduits par la stabilité des rendements. De nouvelles unités de transformation émergent, inspirées par le succès de la filière tomate. L'autoroute devient un véritable corridor économique, favorisant l'installation d'entreprises le long de son tracé et diversifiant les échanges. La croissance pourrait alors atteindre 5 à 6%, renforçant l'image d'un pays pionnier en matière d'autonomie économique en Afrique de l'Ouest. La stratégie défendue par Ibrahim Traoré serait citée comme un contre-modèle crédible aux trajectoires d'aide classiques. Scénario pessimiste, cette trajectoire intègre des facteurs externes défavorables. Une dégradation du contexte géopolitique au Sahel perturberait les flux commerciaux et détournerait une partie des ressources vers la sécurité. Des retards techniques dans les projets solaires ou routiers réduiraient les bénéfices attendus. L'insatisfaction sociale pourrait croître si les effets tardaient à se diffuser. La croissance ralentirait, mettant la stratégie à l'épreuve. Quelle que soit l'issue, une idée domine. Raisonner en capacité accumulée plutôt qu'en résultat immédiat permet d'anticiper les fluctuations à venir. Ce qui se joue au Burkina Faso ne concerne pas seulement les décideurs ou les économistes. La trajectoire engagée interpelle 3 publics distincts, chacun observant le modèle à partir de ses propres attentes et contraintes. C'est dans cette diversité de regards que la stratégie prend tout son relief. Pour les citoyens burkinabés, les changements ne sont pas abstraits. Ils se mesurent en heures d'électricité gagnée, en récoltes vendues plutôt que perdues, en trajets plus courts et en soins plus accessibles. L'amélioration n'est pas uniforme ni immédiate, mais elle est perceptible. Lorsque l'effort collectif commence à produire des effets visibles, même partiels, il modifie la relation entre les individus et l'action publique. La politique cesse d'être lointaine pour devenir tangible. Pour les acteurs économiques locaux, la transformation ouvre un espace nouveau. Les agriculteurs, commerçants et artisans ne raisonnent plus uniquement à court terme. La stabilité relative des débouchés, de l'énergie et des infrastructures permet d'envisager des investissements modestes mais structurants. Ce changement d'horizon est décisif. Il transforme des stratégies de survie en stratégies de développement progressif, même sous contrainte. Pour les observateurs extérieurs, enfin, l'expérience burkinabé agit comme un laboratoire. Elle questionne des modèles de développement longtemps dominés par l'aide extérieure et la dépendance logistique. Voir un État enclavé tenter de reconstruire des marges de manœuvre à partir de ses ressources internes suscite autant d'intérêt que de scepticisme. Les chiffres attirent l'attention, mais c'est la cohérence d'ensemble qui intrigue. À ce stade, le récit porté par Ibrahim Traoré fonctionne comme un point de convergence. Il ne promet pas une solution universelle, mais propose une lecture alternative. Regardez d'abord les capacités locales avant d'attendre des réponses extérieures. Pour le spectateur, l'enjeu devient personnel. Observer cette trajectoire, c'est aussi s'interroger sur ce que pourraient devenir d'autres territoires confrontés à des contraintes similaires. Pour transformer une dynamique prometteuse en trajectoire durable, une feuille de route claire s'impose. Elle ne vise pas l'accumulation de projets, mais leur séquencement, leur mesure et leur cohérence. Dans le cadre défendu par Ibrahim Traoré, 4 axes structurent cette consolidation. Consolider les infrastructures essentielles. Qui? État et collectivités locales. Quoi? Entretenir les routes stratégiques, renforcer la maintenance des installations solaires et sécuriser les réseaux hydrauliques existants. Quand? Horizon 6 à 18 mois. Considération générale.
baisse des coûts logistiques et réduction des pannes critiques en zone rurale. Cette étape stabilise la base matérielle sur laquelle repose l'ensemble du modèle. Diversifier la transformation locale. Qui? Secteur privé national, avec partenariats ciblés. Quoi? Créer de nouvelles unités de transformation agroalimentaire, étendre les usages du solaire et soutenir les micro-industries régionales. Quand? 12 à 24 mois. Considération générale, hausse de la valeur ajoutée captée localement et augmentation des emplois non agricoles. La diversification limite la dépendance à quelques filières clés. Former et retenir les compétences. Qui? Ministère de l'Éducation, de l'Énergie et de l'Agriculture. Quoi? Renforcer les filières techniques, former ingénieurs, techniciens et agronomes capables d'opérer et d'entretenir les projets. Quand? Dès maintenant, avec visibilité sur 3 à 5 ans. Considération générale. Part croissante des projets gérés par des compétences nationales. Renforcer le financement interne. Qui? État et institutions financières locales. Quoi? Sécuriser les revenus agricoles, réduire le coût du crédit et créer des fonds dédiés au secteur stratégique. Considération générale. Stabilité des investissements et réduction de la vulnérabilité budgétaire. En articulant ces étapes, la stratégie portée par Ibrahim Traoré peut passer d'une phase d'impulsion à une phase de consolidation mesurable. L'histoire pourrait se résumer à une image simple, presque banale, une tomate autrefois abandonnée sur le bitume, aujourd'hui transformée dans une usine locale. Ce motif, déjà présent au début du parcours, revient comme un fil conducteur. Il symbolise une valeur longtemps perdue, puis patiemment récupérée. La transformation redonne du prix au travail, la maîtrise locale redonne de la dignité et l'économie retrouve un sens concret. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure providentielle, mais comme un catalyseur. Son rôle n'est pas de produire seul les résultats, mais d'ouvrir un espace où les ressources existantes peuvent enfin s'assembler. L'usine qui transforme, l'hôpital qui soigne, la route qui relie ne sont pas des exploits isolés. Ils forment un ensemble cohérent, lisible par la population et suffisamment tangible pour modifier les attentes collectives. Ce changement de perception est essentiel. Pendant longtemps, la dépendance était perçue comme un état permanent, presque naturel. La trajectoire actuelle montre autre chose. Sous contrainte, avec des moyens limités, un pays peut réorganiser ses priorités et créer des capacités durables. Rien n'est garanti, tout reste fragile, mais le mouvement est engagé. Une valeur reprise peut changer un destin. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse largement le cadre d'une politique sectorielle ou d'un cycle économique. Chaque projet engagé, chaque village raccordé, chaque récolte transformée localement ouvre une question plus large. Jusqu'où un État peut-il aller lorsqu'il décide de miser d'abord sur ses propres ressources plutôt que sur des solutions importées? Cette interrogation ne concerne pas seulement l'Afrique de l'Ouest, elle résonne dans tous les territoires confrontés à la dépendance, à la contrainte budgétaire et à l'enclavement. Observer cette trajectoire, c'est accepter d'en voir à la fois les réussites et les limites. Les chiffres montrent des gains réels, mais les risques demeurent. La stratégie incarnée par Ibrahim Traoré ne fournit pas de recette universelle. Elle propose une expérience, un cadre de réflexion, un point de comparaison. Elle invite à analyser autrement la notion de souveraineté économique, non comme un slogan, mais comme une suite de choix concrets, mesurables et réversibles. La discussion reste ouverte. Comparer ce modèle à d'autres expériences africaines, en débattre, en extraire des enseignements ou en pointer les failles fait partie du processus. Et vous, que retenez-vous vraiment de cette trajectoire burkinabé? Et jusqu'où pensez-vous qu'un tel modèle peut tenir dans le temps?